Bonjour, je m'appelle Sabrina Marmet-Letellier, je suis praticienne en nutrition, micronutrition, nutrithérapie et praticienne en hypnose. Je vais vous parler aujourd'hui d'une thématique qui me tient beaucoup à cœur, qui est le syndrome de l'intestin irritable. Pour arriver à enlever beaucoup d'idées préconçues sur ce syndrome, arriver aussi à vous aider à mieux le comprendre pour mieux le gérer derrière. Donc voilà, l'enregistrement de cette présentation qui va durer un peu plus d'une heure se fera en deux fois. D'une part, pour éviter d'avoir un fichier trop gros et un peu difficile à envoyer. Et ensuite, pour pouvoir aussi, la première partie sera disponible de manière libre pour avoir accès à la totalité de cette présentation. Voilà, il faudra passer par mon site, notamment par ma boutique. Merci, et donc je vais vous partager l'écran de suite pour avoir accès à cette présentation. Voilà. Alors, tout d'abord, qui je suis je suis à la base ingénieure en nutrition et j'ai travaillé pendant presque 10 ans en industrie agroalimentaire, notamment dans les domaines des pré- et probiotiques, donc de la santé digestive. Puis par-dessus, je suis devenue nutrithérapeute. Je me suis formée à la micronutrition et récemment à l'hypnose parce que j'avais vraiment à cœur d'amener les gens à reprendre le pouvoir sur leur santé via leur alimentation, plutôt que de vendre des produits soi-disant miracles qui en fait nous empoisonnent plutôt qu'autre chose. Et depuis que j'ai commencé, je me suis spécialisée dans l'accompagnement des troubles digestifs et des douleurs chroniques chez la femme, parce que les femmes sont plus sujettes à ça, mais bien sûr les hommes également. Au cours de cette présentation, voici ce dont je vais vous parler. Déjà, le syndrome de l'intestin irritable, on va essayer de savoir un petit peu plus de quoi on parle. Parce que parfois, on a quand même l'impression que c'est un peu une catégorie fourre-tout. Donc, qu'est-ce qu'il en est vraiment? Ensuite, qu'est-ce qui se cache derrière ces syndromes de l'intestin irritable? Il y a plusieurs causes importantes. Un, le SIBO, donc une pullulation de bactéries au niveau de l'intestin grêle. J'irai un petit peu plus dans le détail. Ensuite, une candidose ou d'autres déséquilibres de flore au niveau du gros intestin, cette fois-ci. Des hypersensibilités alimentaires, mais aussi des déséquilibres hormonaux. Donc là, c'est un peu récent, cette approche-là est quand même... Enfin, moi, en tout cas, j'en ai entendu parler que très récemment. Et c'est vrai que c'est venu comme une révélation parce que j'avais des cas chez qui je ne trouvais pas la cause et j'avais du mal à faire le lien entre les hormones et le syndrome de l'intestin irritable. Voilà, maintenant je sais, mais là on va vraiment toucher du doigt quelque chose qui est tout nouveau, à mon sens. Et ensuite, j'aborderai quand même l'impact de l'hypersensibilité émotionnelle et du stress sur ce syndrome de l'intestin irritable. En troisième partie, on verra donc comment gérer son syndrome de l'intestin irritable et avant de terminer, de conclure. Donc tout d'abord, le syndrome de l'intestin irritable. De quoi parle-t-on? En termes de prévalence, selon les statistiques, le syndrome de l'intestin irritable toucherait près de 15% des personnes plutôt dans les pays industrialisés. Alors, on va surtout par pays industrialisés, on parle beaucoup de l'Europe de l'Ouest, des États-Unis. Il y en a quand même beaucoup moins dans les pays asiatiques. Il y a aussi une nette prépondérance féminine, donc 5 femmes atteintes pour un homme. D'où cette question, est-ce que justement les hormones impactent ou pas? En France, il y aurait plus de 9 millions de personnes qui en souffriraient. C'est bien sûr présent à tout âge, mais ça paraît plutôt vers la fin de l'adolescence et l'âge de 25 ans. Maintenant, si on regarde ce qu'en disent les gastroentérologues, donc là c'est la définition Rome 4, ça c'est des définitions qui ont été
on va dire bien carrées qui ont été mises au point. Donc, selon cette définition, un patient pourrait être atteint du syndrome de l'intestin irritable s'il connaît une douleur abdominale récurrente au moins une fois par semaine en moyenne depuis les 3 derniers mois et qu'elle est associée à au moins 2 de ces critères, soit elle apparaît ou elle disparaît à la défécation, soit qu'il y a un changement dans la fréquence des selles, donc ça peut être alternance diarrhée-constipation, ou ça passe de normal à diarrhée, de normal à constipation, soit un changement dans l'apparence des selles. Comme on le voit effectivement, quand on lit ça, on peut se dire que c'est une catégorie un peu fourre-tout, effectivement. Un détail qui n'est pas mentionné ici, c'est que finalement, quand tout le reste est normal par ailleurs, c'est-à-dire quand la gastroscopie, la fibroscopie, les échographies ne détectent pas d'autres anomalies, donc pas de Mickey, du coup, on va basculer sur le syndrome de l'intestin irritable. L'association Digescience, donc une association qui est formée actuellement sur l'île et qui est vraiment axée sur les maladies de l'appareil digestif, vont un petit peu plus loin. Pour eux, le syndrome de l'intestin irritable ou la colopathie fonctionnelle correspondent donc à des anomalies de la sensibilité et du fonctionnement de la paroi colique qui est alors irritable et non pas irritée. La différence peut paraître insignifiante, mais en fait, elle l'est. C'est-à-dire que irritable, c'est qu'il y a donc une sensibilité viscérale qui est augmentée, et il y a aussi, ça inclut aussi une réaction bidirectionnelle intestin-cerveau, c'est-à-dire que des émotions fortes du stress va venir modifier, augmenter cette sensibilité viscérale, de même que des soucis, donc une inflammation, une irritation au niveau de l'intestin va venir jouer un rôle au niveau du cerveau et des émotions. Donc là, on va vraiment se rapprocher au plus près de cette définition. Mais dans la réalité, on va dire que les 3/4 du temps, les médecins ne vont pas trop chercher midi à 14 heures. Dès qu'il y a des symptômes digestifs de ballonnement ou de gaz, de diarrhée ou de constipation, plus ou moins des douleurs, on va le caser dans le syndrome de l'intestin irritable. Donc c'est ça, dans la pratique, c'est un peu cette catégorie fourre-tout. Alors, pourquoi cette cacophonie derrière le syndrome de l'intestin irritable? Déjà, c'est qu'il y a des symptômes qui peuvent être très différents d'une personne à une autre. Il y a des personnes qui vont avoir que de la constipation, d'autres que des diarrhées, certains une alternance, d'autres personnes qui vont avoir des douleurs alors que certaines n'en auront pas. C'est vraiment très disparate. Et pour une médecine qui est très attachée à un symptôme, un médicament, forcément, on est un peu dans le flou. Les critères diagnostiques également sont flous. Pour l'instant, on a un peu l'impression que c'est... Je peux me tromper, hein, j'espère que les médecins écouteront ça et viendront justement me corriger, mais j'ai un peu l'impression pour l'instant, dans la pratique, que c'est un petit peu par, si ça ne rentre pas dans telle case, alors boum, on le met dans le syndrome de l'intestin irritable. C'est en gros, on ne sait pas comment l'expliquer, donc on le met là-dedans. C'est également multifactoriel. Hein, c'est pas souvent la maladie est définie soit par l'action d'un microbe, d'un virus, d'un dysfonctionnement au niveau cellulaire, comme c'est le cas pour les cancers. Là, c'est très complexe. Il y a de l'émotionnel, il y a du physique, il y a de l'alimentaire. Et ensuite, il y a aussi un désintérêt et une mauvaise connaissance de la part des médecins. Le désintérêt, c'est pas moi qui l'ai inventé, ça ne vient pas de mon intuition, c'est vraiment certains médecins qui l'ont dit aux personnes que je suis. Pour moi, ça, ce n'est pas une maladie, ça ne m'intéresse pas. Voilà, on va dire, c'est juste du petit symptôme un peu gênant au quotidien, c'est pas grave, donc ça ne m'intéresse pas. C'est véridique. Hein.
Heureusement, tous les médecins ne considèrent pas comme ça, mais pour certains, c'est ça, ce n'est pas une vraie maladie, entre guillemets. Et du coup, ça ne va pas les intéresser. Et l'autre problème, c'est qu'il y a une vraie méconnaissance de la part des médecins. Pour les 3/4 des choses que je vais vous citer après, il y a quand même très peu de médecins qui sont au courant. Le SIBO, ça fait 20 ans qu'ils connaissent, plus de 20 ans qu'ils connaissent ça aux États-Unis, en Australie. Il y a des spécialistes qui travaillent dessus, qui ont établi des protocoles. Chez nous, on en est encore à redécouvrir un peu la roue. Bon, c'est dommage, mais c'est ainsi. Alors, qu'est-ce qui se cache vraiment derrière, je dirais, les symptômes de l'intestin irritable? Pour moi, donc c'est un syndrome. Hein. C'est pas une maladie en soi. C'est pas que je veux encore une fois mettre les personnes qui souffrent de cet intestin irritable dans une catégorie inférieure ou que je veux minimiser leurs maux, pas du tout. C'est juste que le syndrome, justement par rapport à la maladie, c'est multifactoriel et c'est aussi multisymptomatique. Voilà. Ça n'en est pas forcément moins gênant dans la vie. Au contraire, le syndrome d'intestin irritable peut être profondément handicapant et difficile à vivre au quotidien dans la vie sociale et autres. Donc, c'est effectivement très impactant, mais le fait de le considérer dans une maladie, je trouve que ça l'enferme dans une petite boîte, et là, il faut qu'on sorte de cette boîte. Voilà. Donc, les principaux déclencheurs à ce jour, donc selon les médecins, donc le docteur Jacobi, le docteur Siebecker, qui sont des médecins américains, la première cause du syndrome de l'intestin irritable, c'est le SIBO, ou plutôt les SIBO, donc les pullulations de bactéries au niveau de l'intestin grêle. Selon eux, en tout cas aux États-Unis, il y aurait 60% des cas de syndrome de l'intestin irritable liés à ce SIBO. Honnêtement, je pense que chez nous, c'est un peu moins important. Je peux me tromper, de toute façon, il n'y a pas de statistiques. Mais je pense qu'on a déjà, une meilleure alimentation à la base, ce qui aide quand même grandement. 2, on a aussi un peu moins de pollution, même si c'est en train de grandir à pas de géant. Mais notamment le glyphosate fait beaucoup de dégâts et il est quand même très fortement utilisé aux États-Unis, un tout petit peu moins chez nous. Un deuxième déclencheur, pour moi, ça va être la candidose intestinale et d'autres déséquilibres de flore au niveau du gros intestin. Il faut savoir que dans le corps, il y a des microbiotes un peu partout. Le plus important en termes de quantité, de diversité, c'est celui du côlon. Et c'est là où se trouve la plus grosse partie de nos bactéries, de loin. L'intestin grêle, à côté, il y en a beaucoup moins. Ce n'est pas une zone de fermentation, c'est une zone d'absorption, ce qui du coup donne ces problèmes dès qu'on commence à avoir une pullulation de bactéries. Forcément, il y a de la fermentation là où il ne faudrait pas. Et en plus, vu la longueur de l'intestin grêle, tous les gaz qui sont produits vont avoir beaucoup de mal et vont prendre beaucoup de temps pour s'éliminer. Mais les dysbioses du côlon, donc les déséquilibres de flore au niveau du côlon, sont finalement beaucoup plus fréquentes que les SIBO et peuvent être tout aussi gênantes. Ensuite, il y a les hypersensibilités alimentaires. Donc, dans hypersensibilité alimentaire, on les appelle parfois les allergies retardées du type 3. En tout cas, c'est la dénomination qu'utilisent certains laboratoires comme INPRO, qui vont créer derrière un processus inflammatoire. Et donc, les déséquilibres hormonaux dont je vous ai parlé rapidement au début, c'est aussi pour ça que les femmes semblent être plus touchées par le syndrome de l'intestin irritable que les hommes. C'est qu'il y a quand même un fort rôle, notamment des œstrogènes, qui sont les hormones féminines, dans les soucis d'intestin irritable. Et à tout cela va venir s'ajouter une hypersensibilité émotionnelle, le stress chronique. Je ne dirais pas forcément ça va être la cause, mais par contre, c'est un peu le facteur aggravant, c'est la goutte d'eau qui fait déborder le vase. Et
souvent, on s'aperçoit que des traumas, des difficultés émotionnelles, des manques d'affection notamment, pendant l'enfance, peuvent déjà sensibiliser les personnes et favoriser l'apparition d'un syndrome de l'intestin irritable à l'âge adulte. Donc, ça agirait par le biais d'une action qu'on appelle épigénétique. Ça va venir vraiment modifier le gène, modifier donc je vais y arriver, modifier l'expression de certains gènes et donc amener une sensibilité plus importante. Donc, commençons par le commencement, le SIBO, ou plutôt les SIBO. Le SIBO, donc, c'est pullulation de bactéries, soit productrices de méthane, soit productrices d'hydrogène, voire de sulfure d'hydrogène dans l'intestin grêle. Donc, il y a 2-3 SIBO, on va dire. Les symptômes principaux, comment, je ne dirais pas savoir, mais comment suspecter un SIBO, c'est une présence de gaz ou de ballonnement, notamment accentuée après chaque repas et augmentant donc au fur et à mesure de la journée. C'est aussi des symptômes rarement plutôt continus. Il y a rarement de jours sans, sauf les jeunes. Mais sinon, on a l'impression que ça dure constamment. Donc, ce n'est pas une semaine G, une semaine ça va mieux. C'est relativement tous les jours. Une sensibilité qui est aggravée vis-à-vis des aliments qui sont riches en FODMAP. Donc, ces FODMAP, ce sont des fibres fermentées cibles qu'on va retrouver dans un grand nombre de végétaux. Les plus gênants étant tout ce qui est légumineuse, l'ail, l'oignon, le poireau, l'artichaut, donc qui contiennent de l'inuline, un FODMAP assez, un prébiotique très fort, mais aussi un FODMAP très fort. D'autres fibres fermentées cibles qu'on va retrouver aussi beaucoup dans les céréales. D'autres symptômes peuvent être la constipation, la diarrhée ou l'alternance des deux. Chez certaines personnes qui ont un SIBO, on n'a pas d'altération du transit. Alors, soit peut-être que constipation et diarrhée s'équilibrant, on arrive à avoir quelque chose de quasi normal à la sortie. En tout cas, ça m'est déjà arrivé. Ce sont aussi des symptômes qui sont accentués avec la prise de probiotiques et surtout de prébiotiques. Donc, les 3/4 des prébiotiques sont des FODMAP. En tout cas, pour les personnes qui ne supportent aucun probiotique du commerce, posez-vous la question. Et c'est souvent diminué après une prise d'antibiotiques pour remonter les règles. Les FODMAP, donc, ce sont des différents sucres, différentes fibres qui vont être fermentées par la flore. Donc, en soi, c'est bénéfique tant que la flore se trouve au niveau du gros intestin. Quand cette flore migre et vient dans l'intestin grêle, ces fermentations vont venir, elles peuvent être bénéfiques, mais elles vont surtout devenir très gênantes. Et les aliments, donc les oligosaccharides, on va les retrouver dans tout ce qui est poireaux, oignons, ail, asperges, artichauts, le pire étant topinambour, salsifis, mais aussi le blé, les céréales qui contiennent du gluten. Alors, ce n'est pas le gluten, le FODMAP, hein. C'est des fibres qu'on va retrouver dans ces céréales-là et dans les légumineuses. Disaccharides, c'est notamment le lactose qu'on va retrouver dans les produits laitiers, donc bien sûr le lait, la crème, le yaourt, en moindre quantité dans le fromage frais. Monosaccharides, donc le fructose, surtout donc le miel, le sirop d'érable, le sucre de coco, mais aussi différents fruits. Et les polyols, qu'on va retrouver notamment le xylitol, qu'on va retrouver dans les fruits à noyaux, mais aussi la patate douce, les champignons, le chou-fleur, l'avocat, etc. Donc, selon les personnes, bien sûr, il va y avoir une sensibilité plus ou moins importante ou à des quantités plus ou moins importantes de FODMAP. Chez certaines personnes, ce sera plutôt certaines catégories plutôt que d'autres. Les pires, c'est surtout les oligosaccharides et le lactose. Le dépistage du SIBO, donc on ne fait pas, enfin,
On ne va pas dire j'ai un SIBO juste par les symptômes, parce que ça, c'est la meilleure façon de se planter. Il y a quand même différents problèmes qui peuvent amener des symptômes très similaires. Donc, ne dites pas, enfin, même si un praticien vous dit « Oh, ben là, vu vos symptômes, vous avez un SIBO, hop, on va traiter », non. Faites-vous faire un test. Le test pour dépister le SIBO, c'est un test respiratoire, soit au glucose, soit au lactulose, qui est réalisé dans certains hôpitaux ou auprès de laboratoires spécifiques étrangers plutôt. Donc vous avez Sibolab et Biolab. Sibolab de mémoire, c'est en Allemagne et Biolab, c'est en Angleterre. Donc le test doit être fait de manière assez stricte. Il y a un temps de préparation aussi, donc faire attention dans le mois avant de ne pas avoir consommé d'antibiotiques, de probiotiques, de prébiotiques. Et dans les 3 jours avant, c'est une alimentation très stricte. Attention, les protocoles de préparation ne sont pas toujours au point, mais en général, on évite tout ce qui est fruits, tout ce qui est légumes pour rester sur le riz, la viande et le poisson, sur les 2 jours ou 3 jours d'avant. Donc, s'il n'y a pas cette préparation-là, vous pouvez vraiment avoir des résultats qui sont faussés. Ensuite, pendant le test lui-même, donc on va vous faire boire une solution contenant du glucose ou du lactulose et vous allez ensuite souffler dans une machine pour toutes les 20 minutes de manière générale. Ça, c'est à faire, je dirais, dans l'idéal sur 2 heures, voire un peu plus, pour avoir justement une cinétique. Là, sur ce graphe-là, on peut voir donc l'hydrogène, c'est celui du bas, il est quasiment à 0 ou presque, donc là, il n'y a rien. Par contre, le méthane qui est en bleu foncé, il est caché derrière le gris, mais le méthane est élevé tout du long. Alors, là encore, il y a encore des erreurs qui peuvent être faites dans les hôpitaux. Si on en croit, en tout cas si on suit ce qui est dit aux États-Unis, pour le méthane en tout cas, le SIBO, c'est soit une augmentation significative du méthane, soit un niveau élevé. Par niveau élevé, certains vont dire que c'est 5, donc d'autres vont mettre au-delà de 10. Mais ici, on a une augmentation d'une part et en plus un niveau basal déjà élevé. Donc cette personne-là a ce qu'on appelle un MUMU, donc une pullulation de bactéries méthanogènes dans le grêle et dans le côlon. On voit donc jusqu'à 120 minutes. Là, on est sur l'intestin grêle, là, on est sur gros intestin. Alors, ça va un petit peu vite pour vous expliquer. Le but, c'est pas de parler aujourd'hui que du SIBO, mais c'est vraiment d'aborder les différentes thématiques et de vous dire attention, parce que il y a beaucoup d'hôpitaux qui vont vous dire non, il n'y a pas forcément de SIBO parce que le niveau de méthane est haut, mais est quasiment flat. Non, c'est effectivement pas un SIBO, maintenant on le recatégorise avec le nom IMO, mais peu importe, il y a quand même trop de bactéries qui produisent du méthane, et pas au bon endroit. Donc attention aussi, le SIBO, ce n'est pas une maladie non plus, c'est une conséquence de plusieurs dysfonctionnements. Parce que les bactéries ne viennent pas se mettre dans l'intestin grêle parce qu'elles ont vu de la lumière. Le corps a tout un ensemble de mécanismes qui visent justement à maintenir les bactéries dans le gros intestin et à éviter que des mauvaises bactéries ne s'installent. Quand cet équilibre est rompu, c'est là où on voit apparaître donc, des SIBO, des déséquilibres de flore et autres. Donc le SIBO, c'est une conséquence d'autres dysfonctionnements. Et si on se concentre juste sur les bactéries, qu'on dit ok, je les éradique, merci, au revoir, tant que la cause n'est pas traitée, même cause, même conséquence. Les causes sous-jacentes du SIBO, justement, donc là, je m'excuse d'avance pour ce graphe qui est peut-être plus adapté à une présentation écrite, orale, mais je vais vous le résumer. On va dire une grosse cause, déjà les médicaments. Des personnes qui ont subi un très fort traitement antibiotique, alors parfois pour traiter l'Helicobacter pylori ou pour traiter d'autres soucis,
on peut arriver justement à un SIBO derrière. Les antispasmodiques peuvent aussi poser problème. Les IPP ou inhibiteurs de pompe à protons sont pour moi le deuxième problème. C'est vraiment le danger principal. Non pas qu'il faille interdire ce genre de médicaments, bien sûr ça a son utilité, mais ça doit avoir une utilité sur le court terme et surtout pas sur le long terme. Parce que si l'estomac est acide, c'est qu'il y a une raison. Quand on enlève l'acidité, on a d'une part, on n'a plus cette barrière, on enlève une barrière et l'acidité de l'estomac permettait de tuer déjà certaines bactéries, levures, etc. Donc là, on n'a plus cette barrière. D'autre part, la digestion est insuffisante, est incomplète. Et donc, si ça commence à fermenter dans l'estomac, la fermentation continue dans l'intestin grêle. Donc, les IPP sur le long terme, pour une bonne majorité des personnes, ça peut être vraiment très problématique. Et certains antidépresseurs, manifestement, pourraient poser problème également. Ensuite, on a tout ce que j'appelle les troubles digestifs hauts, donc justement les manques, les insuffisances de digestion en haut. La première cause, donc l'hypochloridrie, manque d'acidité de l'estomac. Là encore, il semble que la plupart des médecins ne sachent pas qu'on peut avoir soit un excès, soit un manque d'acidité dans l'estomac. Les symptômes peuvent être relativement proches. On peut avoir du reflux alors qu'on a un manque d'acidité, tout simplement parce que quand il y a un manque d'acidité, la digestion se fait très mal. La vidange gastrique dans l'intestin ne se fait pas non plus, difficilement, et du coup, le bol alimentaire, au lieu de descendre, il remonte. On a donc du reflux aussi. Mais en plus, souvent, on va avoir des rots, et on va avoir toujours cette impression d'avoir un poids sur l'estomac et une digestion qui dure des plombs. L'autre souci, l'insuffisance pancréatique, une insuffisance au niveau du foie ou un déséquilibre au niveau du foie. Les ablations de vésicules biliaires peuvent aussi amener ces problèmes parce qu'on enlève la vésicule parce qu'il y a des calculs. Il y a des calculs parce que la bile est de mauvaise qualité. Le fait d'enlever la vésicule ne parvient pas à corriger la qualité de la bile. Si vous avez une bile de mauvaise qualité, eh bien derrière, vous allez avoir une digestion qui va mal se faire, surtout une absorption des lipides qui va mal se faire. Et il faut savoir qu'il y a de fortes interactions entre les acides biliaires et votre flore. Donc, quand il y a un déséquilibre à ce niveau-là, eh bien, ça crée aussi un déséquilibre au niveau de la flore. Et on peut trouver donc une sous-activité du nerf vague pouvant être liée au stress. Ce nerf vague qui vient innerver tout ce qui est estomac, vésicule, pancréas, mais aussi l'intestin. Quand ce nerf vague est sous-activé parce que justement la personne est en état de stress constant, du coup c'est toute la digestion qui est mise au ralenti, normal. Le corps il est fait pour réagir au danger. Pour lui le stress c'est un danger et on ne peut pas être en état de vigilance, être prêt à fuir ou à se battre si on digère. Donc on met la digestion en stand-by pendant que le danger est là. Sauf que si on est sur un stress chronique, le corps a l'impression d'être en danger constant et du coup, c'est jamais le temps pour digérer. Donc, ça ralentit toute la digestion. Un flux digestif altéré, donc ça peut arriver en cas de dysfonctionnement de la valve iléocécale. Donc, c'est une petite valve qu'on va retrouver en bas à droite qui va séparer le grêle du gros intestin et empêcher notamment le contenu du gros intestin ou du côlon de refluer dans l'intestin grêle. On peut avoir des soucis à ce niveau et justement donc ce reflux qui se passe. Il peut y avoir également des adhésions au niveau intestinal suite à des opérations, comme des césariennes, comme des opérations suite à l'endométriose, et donc justement l'endométriose aussi. Enfin, des troubles de la motilité intestinale, donc notamment une atteinte auto-immune du complexe migrant-moteur. En fait, cette atteinte auto-immune peut faire suite à une grosse infection alimentaire, une toxi-infection alimentaire. Les bactéries responsables de cette infection vont produire
des toxines. Le corps, bien sûr, les anticorps vont venir pour détruire ces toxines, sauf que pas de chance, il existe une similitude entre les marqueurs de ces toxines et certaines protéines qu'on retrouve dans le complexe migrant-moteur. Et donc, le corps va s'attaquer à ce complexe. Alors, ce complexe migrant-moteur, en gros, c'est un peu le système de nettoyage en place du corps, hein, de l'intestin. C'est ce qui va servir à nettoyer l'intestin entre deux prises alimentaires. Et si ce complexe migrant-moteur ne fonctionne pas, et bien du coup, on a des restes d'aliments, le côlon ne se nettoie jamais vraiment, donc ça occasionne des fermentations. Troubles de la motilité, liés encore à cette sous-activation du nerf vague, j'en ai parlé. L'hypothyroïdie également, mais aussi le diabète, la sclérodermie ou des traumatismes crâniens qui viennent toucher le système nerveux. Donc tout ça sont des causes pouvant occasionner un SIBO. Donc il y a du monde, il y a beaucoup de choses, et c'est pour ça que c'est vraiment important d'aller regarder ce qu'il y a chez vous. Deuxième sujet, deuxième cause du syndrome de l'intestin irritable, la candidose intestinale et d'autres dysbioses du côlon. Donc la candidose, qu'est-ce que c'est? C'est le surdéveloppement d'une levure candida, donc souvent du genre Candida albicans, dans l'intestin. C'est une levure qui fait partie de notre flore normale, et tant qu'elle est sous forme de levure comme ça, isolée en petite quantité, je dirais tout va bien. Elle a son rôle à jouer comme le reste. Par contre, dans certaines conditions, cette levure va commencer à se développer de manière un peu plus anarchique, va former des mycéliums, donc va venir un peu plus tapisser l'intestin, et c'est là où elle va devenir gênante, parce que d'une part, elle sécrète des toxines qui vont venir dans le foie, qui peuvent traverser la barrière hémato-encéphalique. Ça augmente la perméabilité intestinale, donc l'inflammation. Bref, c'est un peu la porte ouverte à de nombreux déséquilibres derrière. Les symptômes fréquents d'une candidose sont les envies de sucre, plus ou moins difficiles à contrôler, ou en tout cas, quand on commence, on a du mal à s'arrêter. Des gaz ou des ballonnements après avoir mangé des aliments sucrés et ou du pain ou des aliments riches en gluten. Souvent, une fatigue chronique, un transit perturbé. Il peut y avoir aussi des mycoses dans d'autres parties du corps, notamment les personnes qui ont des mycoses vaginales à répétition qui ne passent pas. Il y a souvent une cause au niveau de l'intestin. Et ça peut aussi être lié à des pathologies auto-immunes, notamment la thyroïdite d'Hashimoto. On retrouve souvent un problème de candidose derrière ce type de maladie auto-immune. Là encore, pour le dépister, oui, il peut y avoir la méthode de cracher dans le verre. Honnêtement, c'est quand même pas le plus fiable, et vu qu'il y a des analyses qui ne coûtent pas une fortune et qui sont déjà un peu plus fiables, je recommande de les faire. Le premier, c'est le dosage des anticorps de type immunoglobuline G, donc IgG dans le sang. Ça, vous ne le faites pas dans votre labo de proximité. Ils sont soit ils n'ont pas les bons réactifs, en tout cas, d'expérience, ça vous trouvera une candidose quand vous en êtes couvert de la tête aux pieds. Le laboratoire Barbier ou INCO seront plus précis dans ces domaines. Le test le plus fiable sera le mou urinaire, donc le module fongique. Là, on va venir doser les métabolites organiques urinaires, dans vos urines. C'est des métabolites qui sont produits par des candidoses, par des levures, par des moisissures actives. Donc là, ce sera on va dire, le test le plus fiable. Le dosage dans les selles, non. Alors, si vous en trouvez, c'est sûr, c'est qu'il y a une candidose. En revanche, ce n'est pas forcément ce qu'il y a de plus précis. Donc, si vous n'avez pas d'anticorps, pas de traces de candidose dans les selles, ça ne veut pas forcément dire qu'il n'y en a pas dans l'intestin. Ça peut juste vouloir dire que là, vous ne les avez pas vus. Remarque importante aussi, on ne se débarrasse pas d'une candidose parce que justement, ça fait partie de votre flore normale. Par contre,
L'objectif, c'est de la maîtriser et d'éviter qu'elle se surdéveloppe à nouveau. Donc pour ça, il faut travailler sur son terrain, très important. Là encore, il y a beaucoup de causes pouvant déclencher une candidose, et ce n'est pas que la consommation de sucre ou de glucides en forte quantité. Les autres dysbioses ou déséquilibres de flore pouvant entraîner un syndrome de l'intestin irritable, ça va être l'excès de bactéries qu'on appelle protéolytiques. Donc en gros, c'est des bactéries qui digèrent les protéines, ou le manque de bactéries bénéfiques, qui sont plutôt des bactéries de fermentation, comme les lactobacilles, les bifidobactéries, Faecalibacterium prusnitzii, etc. Ces bactéries-là, elles viennent créer un environnement plutôt anti-inflammatoire, et forcément, la nature ayant horreur du vide, s'il y a moins de bonnes bactéries, vous avez plus de chances qu'il y ait un excès de mauvaises bactéries, ou plutôt de bactéries qui vont être pro-inflammatoires. Les bactéries protéolytiques ne sont pas en soi des mauvaises bactéries, on en a forcément besoin, mais tout est bon dans un certain équilibre, et c'est quand on rompt cet équilibre, quand on a un excès de ces bactéries-là, où on va avoir vraiment un fond pro-inflammatoire, une perméabilité intestinale accrue et une tendance aussi à la constipation. Les causes de dysbiose du côlon, la prise d'antibiotiques prolongée ou répétée. Les dégâts sont plus importants quand c'est fait pendant l'enfance, mais quand on le fait pendant l'adulte de manière très répétée, on peut avoir aussi des déséquilibres de flore importants qui se créent. Une absence d'allaitement maternel et une naissance par césarienne. Déjà, la flore va être différente et un peu appauvrie avec cela. La génétique impacte aussi, notamment le gène FUT2. Donc, c'est un gène qui va coder pour la production de mucus, enfin de mucine, qui forme le mucus. Donc, ce mucus vient tapisser votre intestin, pas que, là on se concentre sur l'intestin, et il va en gros servir de site d'ancrage pour les bonnes bactéries et de barrière pour les mauvaises bactéries. Donc, il y aurait 20% de la population qui ne sécrète pas ce mucus, ou bien un mucus de mauvaise qualité. Et en conséquence, donc, c'est une population qui va être plus sensible au déséquilibre de flore, aux infections urinaires notamment, mais aussi à des problèmes ORL. Donc, pour ça, c'est en lien avec les parents. Et une mère qui peut avoir un mauvais microbiote peut aussi avoir ce souci-là et donc le transmettre. La prise d'IPP, donc l'inhibiteur de pompe à protons, j'en ai parlé tout à l'heure, encore une fois, sur le long terme. L'insuffisance digestive au niveau estomac, pancréas, foie, parce que si la digestion est insuffisante en amont, ce sont les bactéries qui vont venir finir le travail. Donc s'il y a une digestion insuffisante des protéines, on va avoir un excès de bactéries protéolytiques pour justement finir le travail. Et donc ça, on va le sentir parce qu'il y a beaucoup de gaz très malodorants en général qui est lié à ça, et aussi une constipation. L'alimentation déséquilibrée, bien entendu, le stress chronique également. Troisième cause de notre syndrome de l'intestin irritable, les hypersensibilités alimentaires retardées. Donc là, je les appelle volontairement hypersensibilité alimentaire pour ne pas dire intolérance alimentaire. Parce que dans intolérance alimentaire, on a vite fait de confondre avec l'intolérance au lactose, qui est un manque d'enzymes permettant de digérer le lactose, qui est le sucre du lait. Là, ici, on est sur une réaction immunitaire vis-à-vis de protéines alimentaires. Donc, par exemple, on peut avoir une hypersensibilité aux protéines de lait, donc la caséine, dans quel cas, tous les produits laitiers seront à éviter. Pourtant, les fromages ne contiennent pas de lactose, mais ils contiennent beaucoup de caséine. Il faut savoir aussi qu'on peut être hypersensible à tout type de protéines alimentaires. Bien sûr, on pense souvent au gluten et aux produits laitiers, parce que statistiquement, ce sont les plus fréquents, mais il y a des personnes qui vont
très bien ou à peu près bien tolérer ces aliments, par contre qui vont être hypersensibles à d'autres choses comme l'ananas, comme les œufs, comme les amandes, et j'en passe. Ces hypersensibilités surviennent en cas d'excès de perméabilité intestinale ou d'hyperréactivité au gluten, parce que le gluten accroît la perméabilité intestinale chez tout le monde. Chez les personnes qui n'ont pas de sensibilité particulière, cette perméabilité va se corriger très rapidement. Chez les autres, elle peut résulter en une augmentation de cette porosité intestinale. Donc ça ouvre la porte et derrière, on va avoir le passage de protéines alimentaires mal digérées à travers l'intestin, ou de bouts de protéines, parce qu'une protéine c'est très gros, vous savez, des bouts de protéines mais pas encore assez petits. Derrière, le corps, lui, va voir ça comme un ennemi, il va envoyer ses anticorps dessus pour le détruire, et en détruisant, ça vous fait une réaction inflammatoire. Si cet aliment, vous en mangez tous les jours, voire plusieurs fois par jour, à chaque fois, vous remettez une couche et ça vous fait une inflammation sur une inflammation sur une inflammation. Les symptômes sont très variés, ils peuvent être retardés, donc ils arrivent dans les 3 heures à 3 jours après l'ingestion. Pourquoi 3 heures? Parce que c'est le temps justement d'arriver dans le gros intestin et puis pour déclencher derrière les premières réactions. Chez certaines personnes qui ont des hypersensibilités qui sont là depuis un moment et un corps qui a une hyper-réactivité, par expérience, le symptôme peut arriver même très rapidement derrière. Par exemple, moi, j'avais une hypersensibilité aux protéines de soja. Je pense qu'elle était là depuis des années. Mais à la fin, dès que je buvais du lait de soja au petit déjeuner, je courais aux toilettes à la fin du petit déj. Donc, c'était pas 3 heures après. Là, c'était vraiment mon corps qui se disait, non, celui-là, je sais que c'est pas bon pour moi, j'en veux pas. Et c'était bien le soja parce qu'une fois que je l'ai eu supprimé avec les autres aliments, bien sûr, je n'avais plus ces diarrhées impérieuses. Voilà. Donc, les symptômes des hypersensibilités, comme je vous ai dit, ils peuvent être très variables et c'est ce qui rend aussi le diagnostic compliqué. Il peut s'agir de troubles digestifs chroniques, soit des douleurs, soit ou des troubles du transit, des gaz, des ballonnements, mais pas toujours. Il peut s'agir donc de phénomènes ensuite chroniques qui vont apparaître au niveau tendineux musculaire, qui vont apparaître au niveau de la peau, au niveau troubles ORL, etc. Donc, méfiez-vous quand vous avez des choses qui reviennent de manière chronique, posez-vous la question. Et notamment chez les enfants, il y a beaucoup d'enfants qui peuvent avoir des otites chroniques, des sinusites chroniques étant enfants, ou de l'eczéma, et puis hop, ça disparaît à l'adolescence. Ça, c'est assez typique d'hypersensibilité alimentaire. C'est juste qu'à l'adolescence, le système immunitaire évolue. Donc, on va dire que l'inflammation, elle est souvent encore là, mais elle passe un peu, elle baisse un peu, et à l'âge adulte, ça va ressortir. Pour le dépistage, alors, il y a des tests sanguins qui permettent d'aller doser les anticorps de type IgG dirigés contre certains aliments. Ce sont des tests qui sont certes décriés. Alors, décriés peut-être à raison parce qu'il y a des laboratoires qui les proposent qui sont vraiment très mauvais. Il y en a même qui le font sur les cheveux. Alors là, autant vous dire que on est carrément dans le délire. En tout cas, il n'y a ça fonctionne pas bien, c'est pas vraiment fiable. Il y a des labos qui, au contraire, sont très fiables. Ça fait plus de 10 ans, peut-être moi, vraiment plus de 10 ans qu'ils travaillent là-dedans. Pour l'avoir testé, moi, sur les personnes que j'accompagne et pour m'être formée auprès des médecins qui les utilisent depuis justement presque 10 ans, c'est fiable. Voilà. Quand ça ne fonctionne pas, soit c'est que la personne n'a pas su interpréter correctement votre test, soit c'est qu'il y a autre chose en amont qui brouille les pistes. Donc ici, on a un exemple de résultat. Donc quand c'est le niveau d'anticorps qui est vert, c'est que c'est bon. Alors comme on voit, ça doit être vert, il y a des anticorps. Parce que oui, il y a un bruit de fond qui se fait. Il y a toujours des aliments qui vont à un moment, des interactions entre les aliments et votre système immunitaire. C'est un peu, on va dire, le système d'entraînement
du corps. C'est juste qu'au-delà d'un certain niveau, on va se dire, tiens, là, il y a un souci, le corps réagit de manière anormale. Donc là, par exemple, il y a une réaction légère aux protéines de lait de chèvre. Il va y avoir une réaction plus importante aux protéines de lait de vache. Ça donne déjà une information, de se dire, attention, le corps réagit de manière anormale. Derrière, est-ce que l'aliment est inflammatoire ou pas? Ça, c'est une approche qui permet de le voir. Ensuite, les déséquilibres hormonaux, donc la quatrième cause de syndrome de l'intestin irritable. Pourquoi? Les hormones sexuelles, notamment les œstrogènes, mais pas que, c'est tout un ensemble, mais vont agir à plusieurs endroits. D'une part, ils vont agir au niveau du cerveau. Des réactions qui vont se produire, des récepteurs à œstrogènes qui vont se retrouver dans le système nerveux central et périphérique. On va avoir, en cas souvent d'excès d'œstrogènes, des perceptions de la douleur qui peuvent être augmentées, une anxiété ou une réponse au stress qui peuvent être également augmentées. Ensuite, au niveau de l'intestin, on peut avoir des modifications de la motilité, donc l'accélération du transit, que certaines femmes, notamment, même sans avoir d'intestin irritable, peuvent expérimenter juste avant les règles, voire pendant les règles. C'est en lien avec ces hormones. Une sensibilité viscérale également qui va être augmentée. Une perméabilité qui peut être impactée par des excès de certaines hormones. Le déclenchement d'inflammation également et d'activation macrocytaire. Là, c'est en gros une activation de votre système, enfin d'une chaîne inflammatoire en fait, de votre système immunitaire. Donc, on peut avoir notamment, encore une fois, c'est souvent accentué avant les règles, ou des personnes qui vont réagir davantage à des aliments qui peuvent être riches en histamine, donc en ayant plus de diarrhée, peut-être en ayant des flushs, des bouffées de chaleur, en ayant des migraines davantage à ce moment-là. Donc ça, c'est une réaction à l'histamine et ça fait intervenir des activations qu'on appelle macrocytaires. Et ensuite, ces hormones viennent agir sur la composition du microbiote. Il y a une partie de votre microbiote qui est en interaction constante avec les hormones, donc qui va être là pour recycler une partie des hormones, mais qui en même temps est modifiée en fonction s'il y a des excès d'œstrogènes, de progestérone et autres. Un microbiote cette partie de microbiote qui va donc varier en fonction du moment du cycle et qui va aussi impacter le métabolisme. Donc des déséquilibres vraiment, enfin des impacts qui peuvent se faire à différents niveaux. Et pourquoi l'intestin irritable? Parce qu'on va venir agir avec ces hormones sur la perception de la douleur, sur l'inflammation, la sensibilité viscérale et sur le microbiote. On a tous les éléments pour un syndrome de l'intestin irritable. Et enfin, donc, j'avais envie d'aborder le rôle de l'hypersensibilité émotionnelle et du stress chronique. Je me suis posé la question entre justement ce lien, hypersensibilité émotionnelle, hypersensibilité alimentaire ou hypersensibilité viscérale, parce que je reçois, et je ne suis pas la seule, je reçois beaucoup de personnes hypersensibles parmi les consultants qui viennent me voir pour des problèmes digestifs et pour les problèmes d'intestin irritable. Ce qu'on appelle les zèbres, je ne sais pas si ce nom vous plaît ou pas, mais c'est ainsi, donc les personnes hypersensibles, on peut les appeler donc les zèbres, vont être plus sensibles au stress. D'une part parce qu'elles vont avoir une susceptibilité augmentée vis-à-vis des expressions des émotions des autres, vis-à-vis de leur environnement. Donc, elles sont souvent un peu éponges émotionnelles, donc la colère d'une personne, la tristesse va beaucoup plus les toucher. Pareil, difficile aussi de rester zen face à des injustices, face à des choses qui se passent autour d'elles. Elles sont plus souvent en suradaptation parce que c'est des personnes qui ont l'impression d'être différentes,
de réagir différemment, d'être mal compris, et justement pour ne pas être mis un peu au banc de la société, ou en tout cas c'est la sensation qu'elles peuvent avoir, du coup elles vont essayer de se suradapter pour faire un peu comme tout le monde. Sauf que ça demande vraiment de l'énergie au quotidien, donc ça stresse le corps au quotidien. Des émotions à fleur de peau, hein, ça va vite monter, ça peut vite descendre, mais ça fait vite, c'est vite le yo-yo. Et c'est souvent des personnes qui ont tendance à être très exigeantes envers elles-mêmes, aussi envers les autres, mais donc il y a des risques de burn-out et d'épuisement qui sont augmentés. Et donc l'impact du stress, le stress chronique sur l'écosystème intestinal. Donc, le but, hein, c'est pas du tout de dire vous avez un symptôme de l'intestin irritable, c'est dans votre tête. Pas du tout. Mais par contre, il faut vraiment connaître l'impact du stress chronique sur notre corps. Et pour moi, c'est vraiment la goutte d'eau qui fait déborder le vase, ou l'étincelle qui va mettre le feu aux poudres. Vous voyez dans le sens que vous voulez. Le premier, stress amène une acidification de votre niveau cellulaire. Donc, acidification du terrain, pour ça, la candidose, elle adore. On peut avoir aussi une altération du transit à cause du stress au niveau des personnes. Enfin, il y a sûrement certains d'entre vous qui l'auront expérimenté. Un stress avant des examens, avant de passer le permis. Il y a certaines personnes qui vont vite courir aux toilettes parce qu'elles ont des diarrhées à ce moment-là. Bon, à d'autres niveaux, ça peut au contraire constiper. En tout cas, il y a une altération du transit et il peut y avoir aussi une diminution de l'efficacité digestive. Quand on est stressé, on peut avoir envie d'aller taper dans la boîte à sucreries, le chocolat, bah oui, parce que justement ça détend, sauf que ces compulsions sucrées, à force, ça va entraîner un déséquilibre de flore et notamment une candidose. Déséquilibre de flore aussi en lien avec le stress, donc ça, c'est des études ont été faites sur des souris qui étaient stressées. On voyait qu'il y avait vraiment une modification de leur flore liée à ce stress. Le stress va aussi, à force, diminuer l'immunité locale. Donc, l'immunité au niveau de l'intestin étant réduite, on va commencer à avoir des colonisations au mauvais endroit ou des colonisations de mauvaises bactéries. Et on va peu à peu avoir un phénomène inflammatoire au niveau de la paroi intestinale, donc aussi un intestin qui va devenir plus sensible. Donc, tout ça, bien entendu, ça vient s'ajouter au reste. Voilà, donc je vais m'arrêter là pour la première partie de cette présentation.